Bonsoir. Ça fait peut-être un peu beaucoup d'Yves Simon en début de spectacle, mais c'est beau quand même. Je suis là ce soir pour vous parler de Voyage, Voyage, qui est mon dernier livre. Voyage, Voyage, c'est l'histoire d'Orso et Marie. C'est un couple qui s'aime, qui n'a pas de problème de couple, mais qui se trouve confronté à un grand malheur et qui, pour le traverser et tenter d'y échapper, décide d'entreprendre un road trip improvisé qui va les emmener du musée des poids et mesures jusqu'au musée des pigeons, à travers la France. Je voudrais vous raconter comment ce livre est né, parce que c'est toujours étrange ce qui produit un roman et aussi ce qui l'entraîne avec lui. Et j'ai décidé bien sûr d'organiser cette conférence en 8 chapitres, 8 comme les planètes du système solaire, comme le nombre de tentacules d'un poulpe et comme le nombre de pions sur un jeu d'échecs. Cette conférence donc va durer 64 minutes, c'est-à-dire 8 fois 8 minutes. Les choses sont dans l'ordre. Et le premier chapitre commence. Il faut qu'un accident ait lieu. Si je devais représenter chimiquement la naissance d'un livre, je montrerais tout d'abord ceci. Cette image, alors je ne sais pas très bien ce que c'est parce que j'ai absolument aucune connaissance en chimie, mais c'est quelque chose comme une sorte d'alambic. Donc il y a quelque chose qui bouillonne, d'assez sombre et qui donne très lentement quelque chose d'un peu plus clair. C'est ceci, mais c'est aussi un roman ceci, un peu plus spectaculaire cette fois-ci. La rencontre du césium et de l'eau qui produit ce bouillonnement explosif. Pour moi, pour qu'un roman naisse, il faut cet accident chimique. Et en l'occurrence, ce roman-là, Voyage, Voyage, il a été produit par au moins 2 choses. La première chose, c'est l'obsession que j'ai depuis maintenant pas mal d'années de visiter des musées étranges, insolites, bizarres, petits et grands, qui fait que j'ai passé toutes ces dernières années, enfin une partie de mon temps libre de ces dernières années à visiter le musée des fraises de Plougastel, le musée de la truffe, le musée des nourrices, le musée des stations-service et d'autres encore. Et sans savoir très bien pourquoi. En fait, vraiment, il y avait une sorte de nécessité intérieure très profonde, mais tout à fait non claire. Et je ne savais pas très bien quoi faire de ça. Donc j'ai poursuivi cette obsession en espérant que quelque chose arrive. Et quelque chose est arrivé, puisque cette obsession a rencontré dans un accident un drame personnel que j'ai traversé, qui est la perte d'un enfant à naître. Alors, on appelle communément ça une fausse couche, même si, à mon avis, ce mot ne fonctionne pas, puisqu'il n'y a rien de faux et il n'y a rien d'un accouchement dans cette affaire. En tout cas, c'est un deuil très particulier, le deuil d'un enfant à naître, d'une potentialité, et quelque chose d'important, parce que ça touche environ 15% des femmes qui tombent enceintes, c'est-à-dire tout de même 200 000 femmes par an, quelque chose évidemment d'éprouvant, physiquement, psychologiquement, et que j'ai voulu traiter par la fiction, à la fois du point de vue féminin évidemment, mais aussi du point de vue masculin, parce que c'est un couple qui traverse cette perte et cette impossibilité d'avoir un enfant. Et je voulais raconter à la fois l'odyssée médicale qui est provoquée par cette grossesse interrompue et les émotions et sentiments qui traversent un homme et une femme qui y sont confrontés. Alors ces 2 éléments qui se rencontrent et qui n'avaient a priori absolument rien à voir, ces musées bizarres à travers la France et ce drame. En fait, ça aurait pu être d'ailleurs un autre malheur, parce que moi, ce qui m'intéresse, je crois, c'est la façon surtout dont on réagit au malheur, dont on réussit à rebondir, à sortir du malheur. Je crois que c'est la grande question, celle qui nous occupe tous. Comment trouver des biais, des brèches dans le réel, comment sortir des choses qui nous alourdissent et qui nous empêchent de vivre. Et c'est ce qui occupe Orso et Marie au début du livre. Comment mettre en place ce que Orso va nommer la théorie de la grande diversion. J'ai toujours été fasciné par ceci. Alors, je ne sais pas si on le distingue très bien, mais vous voyez un chevreuil qui fuit, filmé par mon drone l'année dernière. Donc, ce simple plan de drone a justifié l'achat assez onéreux de ce gadget de drone. Mais j'en suis très content parce que c'est pour moi toujours une fascination à la fois de voir des chevreuils et là de les voir s'enfuir. Il y a dans ce geste de fuite, alors qu'on appelle dans le vocabulaire de la chasse faire ourvari. Ourvari, c'est cette capacité qu'ont les chevreuils et d'autres animaux à tenter de
d'échapper à leurs poursuivants et aux chiens par ces bifurcations très rapides, en revenant sur leurs traces, et avec cette forme de grâce tout à fait prodigieuse. Et je crois que cette ourvari est en fait un peu l'objet de presque tous mes précédents livres. Comment est-ce qu'on fait ourvari? Comment est-ce qu'on trouve l'option légère? Comment est-ce qu'on s'échappe d'un présent insupportable? Et comment est-ce qu'on tente de retrouver de l'aventure? J'ai appris récemment, dans un livre intitulé L'art d'être distrait de Marina van Zuylen, que la distraction de pensée, donc la capacité de passer d'une pensée à l'autre, de se déconcentrer, de changer de sujet, qui est une chose dont on a l'impression de subir très fortement, cette distraction qui fait qu'on se déconcentre, qu'on a du mal à aller au bout d'une lecture, d'une tâche à laquelle on voudrait se consacrer corps et âme. Eh bien, cette distraction, elle est propre à l'espèce humaine. C'est-à-dire que si l'on prend par exemple des espèces qui nous sont proches, comme les grands singes, on remarque que les grands singes, eux, vont au bout de leurs idées fixes. Si un chimpanzé part en quête de nourriture, eh bien, il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il ait ramené sa banane ou les feuilles dont il va se nourrir. Ça vaut évidemment pour des projets essentiels comme se nourrir, mais ça vaut aussi pour d'autres choses moins heureuses. Si par exemple un chimpanzé se fâche avec un de ses congénères, ce qui peut arriver chez les chimpanzés, eh bien, il peut garder de la rancune contre ce congénère pendant plus de 20 ans. Et si il est attristé par exemple par la perte d'un ou d'une de ses congénères, eh bien, il peut littéralement se laisser mourir de chagrin, ce qui donne ceci. Donc les chimpanzés sont monomaniaques, ce que ne sont pas finalement les hommes. Nous avons, et c'est sans doute finalement une de nos capacités, un de nos moyens de survie, nous avons la capacité de passer d'une pensée à l'autre, de bifurquer, de passer du drame à la légèreté, d'une pensée à la mort à la pensée du gâteau aux châtaignes de sa grand-mère. Et j'adore cette idée que la distraction serait notre moyen de survie. Et je crois que cette idée a à voir avec la bifurcation réelle, cette fois-ci, qu'entreprennent Orso et Marie dans ce livre. Néanmoins, trouver de la légèreté, trouver du merveilleux apparaît toujours dans nos vies, je crois, sous la forme d'une épreuve. Ça ne nous est jamais vraiment donné, ou assez rarement. Et c'est une question, je crois, qui est liée à l'enfance, ou du moins peut-être à notre enfance et aussi à l'enfance de la modernité. Comment est-ce qu'on peut trouver du merveilleux, de l'aventure dans un monde qui nous apparaît parfois si terne, si décevant, si routinier, si répétitif? Et cette question, je me suis rendu compte de où trouver de l'aventure, du merveilleux. Je me suis rendu compte qu'elle apparaissait, en fait, dans tous les romans de chevalerie au début. Tous les romans de chevalerie commencent par un chevalier ultra déprimé qui s'ennuie extrêmement fort et qui cherche une aventure à se mettre sous la dent. Ça vaut par exemple pour Yvain, ou le chevalier au lion, qui commence comme cela. « Je suis, dit-il, un chevalier en quête de ce qu'il ne peut trouver, car je cherche et rien ne trouve. » Le désespoir. « Et que voudrais-tu trouver? Aventure pour éprouver ma prouesse et ma hardiesse. Donc je te prie, te demande et t'implore, si tu le sais, de me conseiller une aventure ou une merveille. » Voilà, on est tous Yvain à certains moments de nos vies, très souvent d'ailleurs, en fait, à la recherche d'une merveille ou d'une aventure. Et je crois que cette merveille ou cette aventure, elle a à voir avec l'inconnu, avec ce qui est non cartographié, avec ce qui donc est imprévisible. Et pendant longtemps, le titre de travail de Voyage a été « Ici sont les dragons ». Ici sont les dragons, c'est une traduction de l'inscription latine « Hic sunt dracones » qu'on trouve sur ce globe terrestre du début du XVIe siècle, de 1510, qui est le globe Hunt-Lennox, donc l'un des plus anciens globes terrestres que nous connaissons. Et alors là, on ne le voit pas très bien, mais j'ai fait un plus gros plan. Il apparaît donc à cet endroit-là de la carte, au sud-est de l'Inde exactement. Et ce que j'aime beaucoup dans cette inscription, c'est que ici sont les dragons, Hic sunt dracones, apparaît en fait dans un lieu qui n'est pas cartographié, qui n'est pas connu de l'homme, enfin des occidentaux, des explorateurs occidentaux à l'époque, ce qui m'indique en fait que le merveilleux, le dragon, le rêve réside là où la carte n'est pas remplie, dans le blanc des cartes. Alors évidemment,
c'est à la fois une satisfaction et un problème pour nous autres modernes tardifs, puisque depuis 1510, l'ensemble du globe a été cartographié. On a peu d'espace à découvrir. Le Sahara a été exploré, l'Everest a été gravi des milliers de fois, même les abysses marins ont été explorés. On a même un robot qui nous envoie des photos des reliefs de Mars, donc c'est difficile quand même de se lancer là dans une exploration et dans une aventure telle qu'on a pu la connaître dans les siècles passés. Mais et donc ça vaut aussi évidemment pour Orso et Marie, qui ne sont pas des grands aventuriers, mais qui vont partir en fait dans ce roman avec un esprit d'aventure dans des lieux non aventureux. Et je crois que c'est ça qui me tient à cœur à la fois dans ce roman, mais aussi dans la vie. Comment est-ce qu'on trouve de l'aventure que je qualifierais de proximité, qui surgit au détour d'un chemin. Et on se rend compte en fait que, eh bien, on peut partir de chez soi et tomber sur une usine de chips, sur le parc Youpiland, formidable si vous passez près de Royan, sur le centre équestre de la Joie, sur le village de la Vie ou sur le musée du Poids. Voilà, comme le dit Chesterton, le monde ne manquera jamais de merveilleux et d'aventures, c'est seulement d'émerveillement dont il pourrait manquer. Cela nous amène à notre chapitre 3, une monture à leur mesure. Tous les aventuriers ont évidemment leur monture. Don Quichotte a Rocinante, Stevenson a traversé les Cévennes avec son ânesse Modestine, et donc il fallait à Orso et Marie un destrier, ou du moins un véhicule à leur mesure. Comme c'est un roman, ça c'est le plaisir du roman, j'avais un budget illimité, ce qui n'est pas tous les jours, donc j'aurais pu choisir l'Aston Martin de James Bond pour véhiculer Orso et Marie, j'aurais pu choisir la Batmobile, ou ma voiture préférée, qui est la Saab 900S, malheureusement qui n'est plus produite de nos jours. Mais j'ai décidé de choisir le plus beau des destriers pour Orso et Marie, et c'est celui-ci. Regardez ce qui arrive pour vous! La Renault 21 Nevada GTS, une formidable grande routière. 5 places, 7 chevaux, peinture métallisée, feu arrière de brouillard, une galerie, 2 rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, contour, lève-vitre électromagnétique des portes avant et condamnation des portes et du coffre à distance. Et en plus, son espace de chargement modulable à volonté selon vos besoins. C'est la Renault 21 Nevada GTS. Et conduite de main de maître par Dominique. Donc une forme de chef-d'œuvre de l'ingénierie automobile et des années 80, la Renault Nevada 21 GTS, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, c'est le truc le plus plaisant. En fait, j'ai choisi cette voiture parce que c'est la voiture de mon enfance, tout simplement, et que j'y ai une accumulation de souvenirs et d'émotions. Et c'est d'ailleurs en fait avec cette voiture que le livre commence. Il commence par cette phrase: jusqu'aux miettes incrustées dans l'interstice des sièges, la Renault 21 Nevada blanche fatiguée dans laquelle il roulait était identique à celle de son enfance, la fumée des menthols de sa mère en moins. Alors vous avez reconnu évidemment la fameuse émission Le Juste Prix, qui là est celle du 10 janvier 1988 exactement. Alors moi j'ai pas connu cette période du Juste Prix, parce que j'avais 3 ans à l'époque de l'émission en question. Moi mon Juste Prix c'était plutôt le Juste Prix de Philippe Risoli, qui a pris les manettes du Juste Prix en 92, avant de laisser cette formidable émission pour une carrière dans la chanson. Vous vous souvenez peut-être de Elles sont cuitas les bananas, découpées en dos les patatos. Bref, donc ici vous n'avez pas vu Philippe Risoli, vous avez vu un autre animateur qui est un certain Max Meignet, et qui en fait, il n'y a pas de hasard, est un animateur très important dans l'histoire des médias, ou dans l'histoire de la radio du moins, puisque ça a été l'animateur d'une émission très importante dont on voit le titre s'afficher ici, Les routiers sont sympas. Une émission qui a existé sur RTL à partir de 1972 et jusqu'en 1986, je crois,
diffusée de 21h à minuit. C'était une émission vraiment très importante de la bande FM, puisqu'elle était suivie par 800 000 auditeurs chaque soir. Et c'était donc une émission qui consistait à être le lieu d'accueil de tous les professionnels de la route qui pouvaient appeler Max Meignier pour demander des conseils, faire part de leurs problèmes. Et donc voilà, ça ressemblait à peu près à ça, cette émission. Oui. Alors j'ai entendu ton appel, je suis sorti à la porte de Charenton, et j'ai repris l'ancien extérieur, là. Oui. Je t'ai téléphoné tout de suite, et puis je vais venir chercher ton gars. Je suis un ancien Onatra, moi-même. Bon, mais c'est très gentil. C'est donc Georges et Transport Onatra. Tu es là dans combien de temps? Dans un quart d'heure à peu près? Un quart d'heure, dis donc, je suis à la porte, je suis à côté du zoo, là. Ah oui, d'accord. Alors le temps de monter là-bas, je sais pas, parce que je suis chargé, hein. Bon, tu viens par les périphériques ou par les maréchaux? Comment? Tu viens par le périphérique ou par les boulevards des maréchaux? Je vais prendre des périphériques, mais je vais aller chez quelle personne qui m'attendent là-bas? Bon, d'accord. Nous, on est là, on t'attendra. Comme d'habitude, vous m'appelez au 720 22 11 ou au 225 74 00. Voilà, j'espère que vous allez faire une bonne route et j'espère que si vous vous sentiez un petit peu seul ce soir, eh bien ces 3 heures que nous aurons passées ensemble vous auront permis d'être un petit peu moins seul. Voilà, bonne route à tous. Prudence, relax, rendez-vous demain soir à partir de 21h en direct de chez Calberson. Salut les artistes. Les routiers sont sympas. Émission apparemment vraiment très attachante. Enfin, je pense que je serais auditeur de cette émission si elle revenait à l'antenne. Max Meignier a eu une carrière à la fois à la radio, puis ensuite il a vraiment eu un grand attachement pour les routiers, pour ce sujet qu'il a occupé pendant des années, à tel point qu'il a fini par créer les 24 heures du Mans version camion. Voilà, tout existe dans notre monde. Et il est aussi l'auteur d'une des chansons, à mon avis, les plus touchantes, consacrées au métier de routier, qui s'appelle très simplement La Route. C'est les années 80. Il y a la maison, la famille, l'école pour les petits. Et il y a ton regard étonné quand les gens te demandent « Où est-il ?» comme on dit d'un marin. Et il y a ta réponse, toujours la même. Sur la route, comme on dit, sur la mer. Alors je ne vais pas l'écouter en entier parce que le temps presse. Je suis un peu sorti de ma route, pardon. Je voulais vous parler de la Renault 21 Nevada d'Orso et Marie. Comme dans les livres d'aventure que j'ai cités tout à l'heure, je voulais que cette Renault 21 soit un véritable personnage du livre, dont on suit l'histoire en parallèle de celle des héros. Et au début du livre apparaît donc une description un peu plus précise de cette voiture qui dit ceci. Ce jour-là, à Mécringes, en sortant du musée du Poids et en s'asseyant dans la vieille Renault, Orso et Marie eurent l'impression rassurante de retrouver leur fidèle destrier, bien que l'odeur de ses sièges mouillés, gris pommelé, évoqua moins les chevaux d'attelage que le chien mouillé. Faute de direction assistée, Orso tourna le volant avec force pour réaliser sa manœuvre. L'embrayage se mit à faire des à-coups et l'obligea à appuyer fort sur la pédale d'accélérateur jusqu'à faire gronder le moteur. Avec la Nevada, tout était plus simple qu'avec les voitures récentes, mais aussi plus saccadé, plus bruyant, plus spectaculaire. Orso aimait cette impression d'entretenir un rapport physique avec la voiture, comme on dompterait un animal exigeant. Plusieurs voyants orange s'allumaient de façon discontinue sur le tableau de bord, selon la température extérieure, la durée de la course et d'autres raisons plus difficiles à discerner. Il ne fallait pas s'en inquiéter, prétendait Orso. Leur bolide était capricieux, comme tous les pur sang. Est-ce qu'on ne clignote pas absurdement, nous aussi, quand quelque chose déconne? Certains signes, néanmoins, devaient être pris au sérieux. Le voyant d'huile, notamment, car elle en perdait beaucoup dès que l'allure était rapide. Chaque fois que la voiture redémarrait, le cœur de Marie et Orso se détendait un peu. Ils allaient pouvoir poursuivre la route jusqu'au prochain relais, où l'on caresserait d'une main reconnaissante le flanc humide de la Nevada, avant que l'aubergiste ne remette de l'huile, donne un peu d'avoine et de samplon 95 au moteur et offre le gîte au postillon exsangue. Le suspense est peut-être intenable. Vous voulez savoir si Guy a, oui ou non, remporté la Renault 21 Nevada GTS, cette formidable grande routière? Eh bien... Si vous faites une erreur d'un chiffre, malheureusement, vous repartez sans la voiture, ou la voiture repart sans vous. Alors, votre chiffre, qui doit être le chiffre exact, 0. La salle vous a soufflé 0. Quel est le chiffre exact?
cadeau de sélection. Hein? Vous n'aurez plus de problème de chemise. Donc ce brave Guy n'a pas remporté la Renault 21, mais il repart avec un lot de 8 chemises 100 000, 100% coton, et de 8 cravates 100% soie. Donc pas d'inquiétude pour Guy. Alors la première étape du voyage d'Orso et Marie est ce musée des poids et mesures à Mécringes, dans la Marne, tenu par un certain Michel-Ange Michon. Orso ensuite et Marie vont en parcourir 6 autres. Et alors j'ai quand même fini par me demander ce qui m'intéressait, ce qui m'attirait vers ces lieux des musées. J'ai réfléchi un peu à ce que c'était qu'un musée. Alors étymologiquement, le mot musée vient du grec mouseion, qui est un temple consacré aux muses, c'est-à-dire aux divinités des arts en Grèce, et qui a été utilisé d'abord pour désigner un temple à Alexandrie, vers 280 avant Jésus-Christ, qui était à la fois un sanctuaire et une sorte d'université. Mais si on remonte, à mon avis, à l'origine véritable de nos musées, il faut parler, je crois, d'un fait humain majeur, d'un fait anthropologique majeur, qu'on peut nommer sous le terme de collectionnisme. Le collectionnisme, tout simplement, c'est le fait de rassembler un groupe d'objets singuliers. Et on en trouve des traces dès la préhistoire, notamment dans les tombes préhistoriques, où l'on retrouve de nombreux objets accumulés autour de ces tombes. Et de façon très remarquable, on le trouve évidemment dans les tombes des pharaons. Par exemple, celle bien connue de Toutankhamon, où on a retrouvé pas moins de 5398 objets autour de Toutankhamon, mort en 1367 avant Jésus-Christ. Ce qui est très touchant dans ces tombes, c'est qu'on retrouve évidemment, dans cette tombe, on trouve à la fois évidemment des objets précieux, des statuettes de divinités, des lits funéraires dorés, mais on retrouve aussi plus de 700 pièces entassées pêle-mêle en rapport avec ce qui avait pu être la vie terrestre du pharaon. Donc il y a des lits ordinaires, il y a des sièges pliants, il y a des chars démontés, mais il y a aussi 27 gants, 93 chaussures, sandales et mules, des armes, du nécessaire de rasage. Et je trouve ça très, très fort. Et il y a aussi même des boîtes avec de la nourriture. À mon avis, en fait, le tombeau de Toutankhamon était une sorte de premier écomusée du pharaon, accessible uniquement dans l'au-delà, donc assez difficile jusqu'à ce que les archéologues finissent par le profaner. Donc ça, c'était sans doute les premières formes de musée. Ensuite, on a connu ce qu'on appelait les trésors. Donc les princes et les rois avaient des trésors, à la fois faits de matières précieuses et de portraits, qu'ils déplaçaient avec eux de château en château. Mais le premier musée, à proprement parler, de l'époque moderne, fut créé par 7 hommes, que vous reconnaissez sans doute. Il s'agit du prince électeur de Saxe Christian Ier, avec son air fier, sa petite taille et son armure flamboyante, donc qui a vécu à la fin du XVIe siècle et qui a créé le premier musée consacré à sa passion. Et la passion de Christian, eh bien, c'était les chevaux. Et donc il a décidé de créer le premier musée, qui est un musée qui rassemblait à la fois 128 chevaux d'élite précieux vivants, mais aussi plus de 50 figures sculptées de chevaux, des cavaliers, des traîneaux, des armes, des armures historiques. Je trouve ça très beau que le premier musée de l'histoire moderne soit à la fois un musée qui réunisse des êtres vivants et des êtres non vivants. Alors je ne vais pas vous faire toute l'histoire des musées, ça serait un peu fastidieux pour tout le monde, mais je me suis rendu compte que on avait traversé un très grand nombre de musées de toute taille, de toute forme, à la fois des musées fabriqués, pensés par des muséographes, par des historiens, mais aussi des musées qui tenaient dans un simple garage, des musées très modestes, des musées, hélas, fermés définitivement, comme le musée de la Serrure, ça ne s'invente pas, fermé depuis 2003, des musées qui mettaient en place des scénographies flamboyantes, comme le musée de la Truffe, dans le Périgord, avec ce magnifique diamant truffe. L'image est assez parlante. Parmi les musées les plus frappants que nous avons visités, compte le musée de cire de Lourdes, qui reconstitue toute la vie de Bernadette Soubirous et toute la vie du Christ en statue de cire. Alors, vraiment fascinant, sur 5 étages, lieu tout à fait
étrange, avec une sorte de sentiment très bizarre. La pièce peut-être la plus extraordinaire de ce musée, c'est la reconstitution intégrale de la scène en statue de cire, que voilà en panoramique. Alors on a passé pas mal de temps dans ce musée, à la fois fasciné, puis avec cette petite gêne de ne pas comprendre tout à fait ce qui nous fascinait, même si en soi-même c'est déjà beaucoup. Mais en fait, on a relu le petit fascicule qui nous avait été donné au début de notre visite et on s'est rendu compte que tous ces musées qui figuraient dans le musée de cire de Lourdes étaient en fait des musées réformés du musée Grévin. Et là, d'un coup, il y a eu quelque chose de tout à fait bouleversant. On s'est dit que nous avions devant nous des ex-stars du musée Grévin. Donc peut-être que Judas était Frédéric François. Peut-être que Saint-Jean-Baptiste était René Coty. Quelque chose là, comme une sorte de vertige nous a pris. Et évidemment, j'ai eu la joie depuis d'aller visiter le musée Grévin, qui est un endroit vraiment fabuleux. Le principal intérêt du musée Grévin, c'est de se faire photographier ou de faire des selfies avec les stars en cire que nous croisons. Et donc j'ai eu l'occasion de faire des selfies avec mes stars à moi, un selfie avec Proust, un selfie avec Apollinaire dans le wagon qui le mène, hélas, vers les tranchées, une photo avec Kafka qui fait la gueule comme il se doit, une photo aussi avec des écrivains dont je suis moins proche, mais que j'étais content quand même de rencontrer, comme ici Jean d'Ormesson, figure des lettres. Quand même, le plaisir d'être avec Iliane voilà, est fort. Et encore plus celui d'être avec Michel Drucker jeune, qu'on croise rarement. Donc, ce musée des cires très fascinant, mais sur notre route, nous sommes tombés sur un musée vraiment exceptionnel, un musée pour moi qui est comparable à la fois au tombeau de Toutankhamon et au musée des écuries princières de Dresde. Et ce musée, c'est celui-ci. Alors vous reconnaissez peut-être le musée des pigeons de Berck-sur-Mer, qui est en fait logé dans ce modeste pavillon, rue des Grognards exactement, et qui est tenu par Gérard Thuillier et Catherine Fruitier, qui sont deux des plus grands colombophiles de France, c'est-à-dire des plus grands éleveurs de pigeons qui les font voyager et qui font avec eux des courses. Et c'est un des musées qui, un peu comme la tombe de Toutankhamon, m'a été le plus difficile à percer, puisque vous le voyez, il n'y a pas de panneau qui indique son entrée, et que je n'ai pu y entrer qu'en contactant Catherine Fruitier sur Facebook. C'était la première étape. La deuxième étape, ça a été un appel téléphonique, qui était en fait un véritable interrogatoire, puisque Catherine m'a demandé qui j'étais déjà, quel âge j'avais, quel était mon rapport aux pigeons. Alors, qu'est-ce que vous répondriez si on vous demandait votre rapport aux pigeons? La question n'est jamais facile. Et on a fini par pouvoir entrer dans ce pavillon en démontrant en fait que nous n'avions aucun lien avec les pigeons, ce qui les a rassurés parce qu'en fait Catherine et Gérard avaient subi un vol quelques semaines auparavant, puisque les pigeons deviennent des équivalent en fait à des chevaux de course qu'on vole, que les Chinois revendent pour plusieurs centaines de milliers d'euros parfois. Et donc on avait volé à Catherine et Gérard 10 reproducteurs en soulevant des tuiles de leur toit. Donc ils étaient un peu traumatisés par ça. C'est pour ça qu'ils m'avaient fait passer cet interrogatoire. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce musée? Alors d'abord le salon de Catherine et Gérard. Nous avons pris un très long café avec eux et ils nous ont raconté leur vie. On trouve ensuite le colombier, avec des centaines de pigeons qu'eux réussissent à distinguer, mais qui, pour nous, étaient des pigeons. Et on trouve 2 petits gabanons en bois. Alors là, on voit Catherine Fruitier qui caresse le pigeon Martin, enfin une reproduction du pigeon Martin, qui est un de leurs meilleurs athlètes, dont ils ont gardé du coup une trace par l'image. Donc ça, c'est les cabanons où il y a le musée véritablement. Et dans ce musée, on trouve un peu comme dans la tombe de Toutankhamon, toute une vie résumée, toute une vie d'amour pour le pigeon, et notamment
de très nombreux constateurs. Alors les constateurs, ce sont ces petits objets cubiques qui servent tout simplement à constater le retour du pigeon qui revient après sa course dans son pigeonnier, et dont on peut placer la bague dans ce constateur pour attester de l'heure exacte et de la date exacte de son retour. Alors il y a un très très grand nombre de constateurs, des constateurs de toutes les époques, de toutes les nationalités, belges, tchèques, chinois, encore des constateurs, mais aussi tout un tas d'objets reliés aux pigeons. Donc des bagues de champagne pigeon, mais aussi des bagues à cigares, des timbres pigeons, des cartes téléphoniques pigeons. Alors évidemment, on était un tout petit peu perdu face à tant d'objets, et en même temps touché face à un endroit qui est difficile à envisager complètement, parce que c'est vraiment une accumulation d'objets reliés aux pigeons. Et j'ai demandé à Gérard ce qui faisait la valeur de sa collection, notamment pourquoi est-ce qu'il avait décidé de garder ce constateur tchèque de 1972. Et voilà quelle a été la réponse de Gérard. Il m'a dit « c'est parce que je suis le seul à l'avoir ». Et j'ai trouvé en fait cette réponse parfaite et magnifique. Je crois qu'il faut collectionner les choses que nous sommes les seuls à avoir, et donc à pouvoir protéger des fracas du monde et de la vie. Donc Orso et Marie cherchent du merveilleux au détour des musées, mais aussi au détour des routes. Mais ils sont confrontés à ce problème qu'ont tous les voyageurs dont le trajet n'est pas prévu par avance, et qui est par où aller. Alors quand on ne sait pas par où aller, on peut suivre la petite route de briques jaunes comme Dorothy pour rejoindre le magicien d'Oz. On peut suivre aussi les panneaux toutes directions, qui est un fantasme que j'ai toujours poursuivi. Alors je ne suis jamais allé au bout. Je crois malheureusement que si on suit les panneaux toutes directions, on finit par arriver sur le périph'. Donc c'est un tout petit peu décevant, mais bon, il faudrait l'essayer pour le savoir. Au moment où alors que j'avais commencé à écrire le livre depuis quelques temps, on m'a offert un livre merveilleux, qui est un livre de Julio Cortázar et de Carol Dunlop, qui s'appelle « Les autonautes de la Cosmoroute ». Parfois, vous savez, presque magiquement, là, comme dans un conte, on vous donne la potion magique ou le mot de passe qui vous permet d'avancer à travers de traverser le pont de feu ou la rivière de glace. Et ce livre-là a joué ce rôle dans l'écriture de Voyage Voyage. Ce livre, c'est un livre donc écrit à 4 mains par Carol Dunlop et Julio Cortázar, qui forment un couple, et qui est un livre qui raconte un voyage très particulier que Carol Dunlop et Cortázar ont fait après le cancer de Carol Dunlop, dans un moment de rémission de son cancer. Ils entreprennent un voyage entre Paris et Marseille, avec la décision de faire une pause toutes les 2 stations-service. Donc c'est un voyage d'une extrême lenteur. Ils vont mettre plus de 15 jours pour rejoindre Marseille. Et le livre est à la fois un journal de bord. Chaque station-service est décrite. On a l'aménagement urbain. Alors on est dans une autre époque des aménagements autoroutiers, mais aussi ce qu'ils mangent, les pique-niques, les routiers qu'ils croisent. Et il y a à la fois ce journal de bord, mais aussi une sorte d'invention épique de ce que pourrait être leur voyage, à bord donc de ce van rouge magnifique qu'ils renomment Fafner, pour donner une sorte de puissance épique à leur traversée. En lisant ce livre, je me suis rendu compte vraiment qu'il pouvait jouer pour moi le rôle d'une sorte de bréviaire qui m'autorise à écrire ou à raconter ce voyage absurde en apparence qui mène Orso et Marie du musée de l'Amiante au musée de Cire de Lourdes et jusqu'au musée des Pigeons. Et donc, je me suis dit, voilà, d'autres gens l'ont fait. Enfin, d'autres gens ont fait quelque chose pour se sortir du chagrin de tout aussi improbable. Et est arrivé le moment dans l'écriture du livre, qui est un des moments les plus joyeux du livre, parce qu'il reste peu de choses à faire, qui est celui de choisir une épigraphe, donc cette phrase qu'on place au tout début du livre et qui est presque pour moi une sorte de phrase protectrice qui accompagne le livre et qui le défend avant que la lecture commence. Et donc je ne pouvais pas ne pas choisir une phrase des autonautes de la Cosmoroute comme épigraphe. Alors j'ai hésité entre plusieurs phrases, j'ai hésité entre plusieurs passages, même entre ce passage qui dit ceci: « Mais une fois engagés dans la bonne direction, qui eût pu nous retenir ? Rien ni personne, et nous pouvions déjà sortir notre premier sandwich et nous dire que nous étions seuls,
incroyablement seuls dans la première étape d'une aventure dont nous n'avions alors, pas plus que le lecteur aujourd'hui, la moindre idée. J'aurais pu aussi placer en épigraphe ce passage. Prouver que l'on pouvait réaliser ce voyage-là, écrivent Cortázar et Dunlop, c'était nous prouver quelque part que nous avions des armes contre tout le ténébreux, non seulement dans ces grandes manifestations, comme celle qui venait de nous laisser si fragiles, mais aussi dans ces expressions les plus sournoises, la banalité des obligations de tous les jours, les engagements qui ne sont rien en soi, mais qui, mis ensemble, nous éloignent chaque fois plus de ce centre où chacun espère vivre sa vie. Finalement, j'ai opté pour cette phrase-là, qui est donc restée l'épigraphe de Voyage Voyage. Toute expédition, qu'il s'agisse même de Marco Polo, de Christophe Colomb ou de Shackleton, suppose qu'on n'ait pas tout à fait perdu l'enfant qu'on porte en soi. Alors j'ai à mon tour perdu un peu le fil dans ce voyage. Je parlais en fait, oui, du chemin qu'on choisit, en fait, que Corso et Marie tentent de la manière dont ils vont trouver leur route. Alors pour Cortázar et Dunlop, c'était facile, il suffit de suivre l'autoroute A6. Pour Orso et Marie, c'est plus compliqué. Alors s'ils avaient vécu au début du XXe siècle, Orso et Marie auraient pu contacter le bureau des itinéraires Michelin, que j'ai découvert évidemment au musée de l'aventure Michelin à Clermont-Ferrand, où l'on voit de très belles choses, et notamment de nombreux bibendums. Ce bibendum Fontaine, tout à fait prodigieux, mais aussi ce bibendum porte spectaculaire, enfin une sorte de porte vers l'univers du pneu, quoi. Et j'ai surtout découvert dans ce musée donc l'existence de ce bureau des itinéraires, qui en fait était une partie de l'entreprise assez importante au début du XXe siècle, donc au moment où les routes étaient en assez mauvais état, mais aussi évidemment où la cartographie routière était assez peu précise et développée. Et à ce moment-là, donc, Michelin décide de créer ce bureau où en fait on pouvait appeler, alors exactement, il fallait appeler au Wagram 8286, et à ce moment-là, eh bien, un opérateur Michelin ou une opératrice nous proposait un parcours entre les deux villes qui étaient dont on avait le projet de rejoindre. Et cet itinéraire, eh bien, précisait tout ce qui pouvait être précisé, les accotements abîmés, les points de vue remarquables, les auberges de caractère, et aussi évidemment des garages Michelin en cas de crevaison. C'était un service assez important qui en 1925 avait été utilisé plus de 150 000 fois et qui réunissait une centaine d'employés du bureau des itinéraires. J'adorerais que ça existe encore, qu'on puisse appeler quelqu'un et qui nous écrive notre parcours en nous disant arrête-toi là et change ton pneu ici et va manger une blanquette de veau là. Mais c'est pas ce qu'ont choisi Orso et Marie. Leur choix est parti d'un personnage qui m'a beaucoup fasciné, enfant, et qui est ce personnage de Rahan, que vous connaissez peut-être, personnage de bande dessinée puis de dessin animé. Donc Rahan, c'est ce personnage, ce bellâtre blond, un peu dans le genre Tarzan. En revoyant un peu Rahan, je me suis rendu compte que c'était un délire historique total, Rahan, parce que ça se passe à la préhistoire, donc, mais dans une préhistoire où il y a des dinosaures et où on se bat aussi contre des bêtes sauvages. Rahan, lui, il fait partie donc, du groupe de ceux qui marchent debout, donc les hommes. Donc voilà, c'est vraiment un bordel assez grand. Et c'est le seul survivant de son clan. Son père Krao, son père adoptif Krao est mort, et donc il va aller d'épreuve en épreuve, combattre des bêtes, etc. Et voilà comment Rahan a joué un rôle dans l'orientation d'Orso et Marie, et voilà comment c'est raconté dans Voyage Voyage. Tout en terminant de saucer son assiette, Orso pensa à Rahan, la série de dessins animés de son enfance. À la fin de chaque épisode, le héros blond et musculeux décrochait son coutelas de la ceinture de son slip en peau de bête, le déposait sur la pierre et le faisait tourner jusqu'à ce que la pointe indique le chemin à prendre. Montagne abrupte, soleil rougeoyant ou fleuve indomptable, qu'importe, Rahan s'en remettait au coutelas. « On va faire tourner le couteau de Rahan », lança-t-il d'un air déterminé. Marie acquiesça,
Le tiramisu maison l'avait rendu d'humeur conciliante, et il lui semblait que faire tourner le coutelas de Raon était la chose la plus indiquée à faire dans leur situation. Orso repoussa son assiette, plaça son couteau en inox au milieu de la table et le mit en mouvement d'un geste sec. Je ne sais pas que faire de ce lapsus. Prenez-le. Mais ça peut être sexy de faire tourner un couteau en inox aussi. Donc, comme si la table en bois verni eût été un rocher des âges farouches. Après 3 tours, le coutelas en inox stoppa sa mini-révolution en pointant vers la bouteille d'huile piquante. « Ah, voilà !» s'exclama Orso. « Tu ne voudrais pas regarder la direction qu'il indique sur la boussole de ton téléphone ?» Marie regarda son écran, puis jeta un coup d'œil par la fenêtre. Malgré l'éclaircie récente, on aurait dit que le soir était déjà sur le point de tomber. Les camions qui passaient dans la rue principale de Nilvange faisaient vibrer la vitrine du restaurant. Le serveur rentra dans la salle et un courant d'air frais s'infiltra avec lui. Marie frissonna. Selon l'application, la bouteille d'huile piquante était orientée au nord. Elle verrouilla son téléphone et annonça « L'oracle est formel. Il faut faire route plein sud, vers le soleil. » Orso hocha la tête d'un air grave. Le fils de Krao respecte toujours la direction choisie par son couteau d'ivoire. Raon, l'enfant des âges farouches, Raon, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin Raon. Toujours plus loin Raon. Dans le chemin que suivent Orso et Marie, il y a des moments de légèreté où l'on joue à Raon, mais il y a aussi des traversées d'émotions plus tristes, un peu comme un courant alternatif existentiel, puisque c'est aussi un livre de deuil, et d'un deuil très particulier, qui est celui non pas d'une vie, mais d'une potentialité de vie. Et sans doute aussi, est-ce pour ça que ce deuil-là est difficile à faire exister, à la fois dans sa famille, en société. C'est parce que c'est le deuil d'une vie qui n'a pas eu lieu, quelque chose a eu lieu qui n'a pas eu lieu. Orso et Marie donc tentent dans ce parcours d'inventer des rituels pour ce deuil étrange. Et ils le vivent à la fois par la diversion, par ces diversions que j'ai racontées, mais aussi avec la sensibilité qui est la leur. Et en pensant à la sensibilité de Marie, j'ai pensé à Seishonagon. Peut-être que vous connaissez cette femme, ce personnage, qui est une courtisane de l'empereur du Japon, qui a vécu autour de l'an 1000, qui en fait est entrée précisément au service de l'impératrice Sadako en 991, et qui est surtout connue pour être l'autrice d'un livre bouleversant, traduit en français sous le nom de Notes de chevet, qui est devenu depuis un des grands classiques de la littérature japonaise. Notes de chevet, c'est un livre qui rassemble 300 notes sans lien entre elles, où Seishonagon énumère toute une variété de choses. Choses qui font honte, choses difficiles à dire, choses rassurantes, choses qu'il ne valait pas la peine de faire, choses qui distraient dans les moments d'ennui, etc. Ce qui est bouleversant dans ce livre, c'est de mesurer à la fois la grande distance, évidemment, qui nous éloigne de Seishonagon, puisque nous ne sommes pas, enfin, je ne suis pas une courtisane japonaise de l'an 1000. Et donc, il y a des choses vraiment qui correspondent à ce qu'elle était, le rapport aux étoffes, le rapport aux interactions humaines. Donc, c'est à la fois mesurer la grande distance qui nous éloigne de Seishonagon, mais aussi la grande familiarité des impressions et des sensations qu'elle recueille dans ce livre. Voilà ce que ça donne, des extraits de quelques listes de choses. Par exemple, la liste des choses qui font battre le cœur. Des moineaux qui nourrissent leurs petits, passer devant un endroit où l'on fait jouer des petits-enfants, s'apercevoir que son miroir de Chine est un peu terni. Un bel homme arrêtant sa voiture dit quelques mots pour annoncer sa visite. Une nuit où l'on attend quelqu'un. Tout à coup, on est surpris par l'averse que le vent jette contre la maison. Alors, dans la liste des choses qui semblent éveiller la mélancolie, on trouve ceci, s'arracher les sourcils pour s'en peindre d'autres plus hauts. Alors là, évidemment, on mesure notre distance. Et parmi la liste des choses peu rassurantes figure ceci qui m'a toujours fasciné, manger des fraises dans l'obscurité. Alors chaque hiver, je me dis qu'au printemps prochain, il faudrait que je me saisisse de fraises dans l'obscurité pour voir si je suis moi aussi
pris par l'angoisse. Je ne l'ai pas encore fait, mais le printemps prochain. Et donc, dans une page de Voyage, j'ai tenté de relever les choses qui font pleurer Marie. Orso suivait avec difficulté les panneaux vers Neufchef. Les façades gris-jaune avaient cédé la place à un paysage de forêt, brouillé par la pluie et les larmes. Il avait réservé 2 billets pour une visite guidée du musée de la mine de fer, et vu comme se présentaient les choses, il n'était pas sûr de réussir à consoler Marie tout de suite. Il arrivait qu'elle pleure devant les pubs Intermarché, celle où une fille reconquiert l'homme qui l'a quitté en laissant une tomate en forme de cœur dans son caddie, celle d'un enfant qui demande à son père comment font les hippopotames pour se gratter le dos, ou celle du jeune père épuisé qui rentre à la maison avec une baguette normale au lieu d'une tradition. Elle pleurait devant un oiseau blessé, un chien émouvant ou un vieil homme aux yeux tristes, assis seul dans un parc. Mais elle se mettait également à sangloter quand elle découvrait un mot nouveau dans un livre, lorsqu'Orso revenait avec un cadeau débile trouvé pour elle, un mini-canard en plastique mou, un dépliant publicitaire marrant ou un brownie 3 chocolats. Elle pleurait parce qu'elle trouvait la lumière du ciel jolie ou qu'on lui donnait des informations trop précises sur des choses techniques qu'elle ne maîtrisait pas. La mise à jour des pilotes de l'imprimante du bureau ou le formulaire d'admission à l'hôpital de jour, par exemple. Elle recevait généralement les histoires qu'on lui racontait comme si elles avaient eu lieu à nouveau devant elle, à cet instant et pour de vrai, ce qui l'empêchait de voir des films dont elle ignorait la fin et où des personnages risquaient un moment seulement de passer par des états de tristesse ou de gêne. « Ça me dévaste », disait-elle. « Tu ne veux pas plutôt qu'on regarde un Indiana Jones ?» Elle en voulait même à Orso de lui avoir raconté l'histoire d'un film qu'il avait donc été voir seul, où le chien du protagoniste, un canet corso prénommé Malabar, mourait violemment. On aurait pu dire d'elle aussi qu'elle était une ultra-sensible sur le plan émotionnel, remarqua Orso. « Je suis intense », souriait-elle tout en continuant à pleurer. « Mais tu m'aimes quand même ?» Ces dernières semaines, sa sensibilité était encore plus forte que d'habitude. « Je t'adore », répondit-il. Alors je ne sais pas si vous connaissez les pubs Intermarché, mais je crois que si ce n'est pas le cas, c'est le moment ou jamais. La vie est là, qui vous prend par le bras. Oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux. C'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs. Oh là là là, mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour. C'est magnifique. Partir là-bas, lune de miel à Cuba. Oh là là là, c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez retenu vos larmes ou pas. Alors j'ai découvert que des scientifiques américains, représentés par cette photo Shutterstock, un peu pixelisée je pense, c'est toujours eux, hein, quand on a des anecdotes à raconter, qui nous les offrent. Enfin, pour le moment, un jour ça ne sera plus les scientifiques américains, parce qu'il n'y en aura plus. Donc j'ai découvert que les scientifiques américains ont réussi à prouver que la composition des larmes variait selon les causes qui les avaient produites. Ça veut dire que les larmes de tristesse ne sont chimiquement pas les mêmes que les larmes de joie, qui n'ont pas la même teneur en protéines que les larmes provoquées par la découpe d'un oignon ou le visionnage d'une pub Intermarché. Alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce que le mot protéine dépasse déjà de très loin mes connaissances en biologie. Mais je trouve ça à la fois très logique et très beau que les larmes aient des variations chimiques. De façon assez simple, on peut s'en rendre compte à partir de ces photos prises de larmes séchées vues au microscope par l'artiste Rosalind Fisher,
qui a consacré un livre à ce projet qui s'appelle Topographie des larmes, pour lequel elle a collecté plus de 100 larmes d'elle-même et de quelques autres. Donc, larmes de deuil, larmes de changement, remords, catharsis, épuisement nerveux. Ça ressemble un peu à des paysages vus d'avion, à des sortes de lagunes. Et je trouve ça beau, en fait. Voilà, notamment les larmes d'une réunion sans fin. On connaît tous ça. Et de fait, c'est la fin du chapitre 6. C'est très important pour moi, dans un roman, de faire apparaître ce que Roland Barthes appelait des tangibilia, c'est-à-dire des choses tangibles, concrètes, qui nous permettent, comme lecteurs, d'adhérer au monde qui est raconté. J'aime que mes personnages mangent vraiment des vrais repas, qu'ils s'arrêtent dans les stations-service pour acheter des sandwichs friands, ou qu'ils s'arrêtent dans des routiers pour manger des escalopes milanaises, ou une pizza servie dans un distributeur automatique de pizza sur le plateau du Larzac, avec une pâte molle, des fromages insipides, mais qui va être la meilleure pizza de toute leur vie. J'ai une fascination d'ailleurs pour la multiplication de ces distributeurs automatiques de nourriture qui vraiment deviennent des sortes d'objets de plus en plus familiers de nos traversées en France. On trouve par exemple des distributeurs automatiques de pommes de terre, mais aussi des distributeurs d'huîtres. Il faut aller un peu sur la côte évidemment. Et mon préféré, c'est le distributeur de paella que j'ai découvert en Vendée il y a quelque temps. Je trouve qu'il y a dans ces distributeurs surgit au milieu des paysages de campagne et parfois en périphérie des villes, une sorte de poésie puissante, comme si vraiment le réel nous offrait une sorte de nourriture visuelle et réelle à la fois. Borges disait que la poésie nous attend au coin de la rue, qu'elle peut nous sauter dessus n'importe quand. Et je crois que c'est un peu comme ces distributeurs de paella. À tout moment, on peut se faire face à un distributeur de paella. La question de la poésie et du poétique m'intéresse. Mes deux précédents livres avaient la forme de romans-poèmes. Et je me suis aperçu que cette poésie, elle surgissait assez souvent lorsqu'on s'approchait de très très près de ces tangibilia que j'évoquais à l'instant, de ces éléments très concrets du réel. Et donc j'ai voulu que Corso et Marie aient des vrais métiers. Alors Marie travaille dans le marketing et Orso, lui, est rédacteur de mode d'emploi. Quand j'ai réfléchi au métier que pouvait faire Orso, c'était une sorte d'évidence qu'il allait avoir cette fonction dans l'existence. C'est un métier qui existe, qui peut-être va moins exister à mesure que les technologies changent, mais qui, à mon avis, a quelque chose à voir avec une forme de pratique de l'écriture et de la littérature presque. Il s'agit, pour un rédacteur de mode d'emploi, de se projeter encore plus fortement qu'un romancier dans ce que le lecteur va recevoir. Et évidemment dans les pannes possibles, dans l'usage d'un sèche-linge, dans les fonctions secrètes d'un mixeur. Donc il y a quelque chose vraiment pour moi d'une sorte de puissance d'invention dans la pratique de la rédaction de mode d'emploi. Et donc j'ai voulu faire apparaître dans le livre concrètement ce métier d'Orso. Et à ce moment-là, eh bien, ma belle-mère a acheté un grille-pain chez Lidl, que l'on voit ici à l'écran. Magnifique objet. Et donc, il y avait dans la boîte de ce grille-pain le mode d'emploi de ce grille-pain, et j'ai décidé tout simplement d'en citer un extrait dans le livre, puisque une poésie presque parfaite m'était offerte avec ce texte, et donc ça apparaît aux pages 147 et 148 du livre, et je vous propose de les lire. Donc, grille-pain double TX55, guide abrégé, page 8, 2 points, réchauffer les petits pains pour qu'ils soient croustillants. Ça, c'est le projet du chapitre. Déjà, c'est grandiose. Il y a une sorte de préface, je ne sais pas comment dire. Ne placez jamais directement les petits pains sur le grille-pain, mais utilisez toujours le support à petits pains. Figure 6. Puis ça commence. 1. Dépliez les 2 pieds du support à petits pains. Figure 6. 2. Placez le support à petits pains sur l'appareil de manière à ce que les pieds s'enclenchent dans la fente du grille-pain et que la barrette située entre les fentes du grille-pain, figure 7, s'enclenche dans les cavités des pieds. Ça demande une forme de précision qui est vraiment impressionnante. Le support à petits pains, figure 6, est alors placé correctement dans l'appareil. 3. Posez-y les petits pains et commencez à les faire griller. Ça commence.
Pour cela, mettez le régulateur de brunissage. Quelqu'un a inventé le terme régulateur de brunissage et il faut le créditer pour ça. Au niveau 2 au maximum. Le réglage peut cependant varier en fonction de l'aliment à griller et des goûts de chacun, évidemment. Si on veut faire cramer ses petits pains, c'est possible. Remarque finale. Une fois qu'ils sont grillés, les petits pains sont très chauds. Cette remarque finale, aucun poète n'aurait pu en trouver de plus belle, je crois. Dans un road trip, on mange, on roule, on s'arrête dans des musées et puis, évidemment, on dort. Alors, peut-être qu'on a aussi besoin de repos. Là, il y a eu beaucoup d'informations dans cette conférence, mais on va s'accrocher encore un tout petit peu. Orso et Marie trouvent leur repos dans toutes sortes d'hôtels, mais ceux où ils se sentent le mieux sont des hôtels de moyenne gamme. Et je les ai décrits dans cette page du livre. Comme ils avaient apprécié l'Ibis Budget de Millau, ils décidèrent de continuer à faire confiance aux chaînes hôtelières moyenne gamme, finalement plus accueillantes que les chambres romantiques des 4 étoiles. Ils séjournèrent donc ce soir-là au Kyriat Direct Narbonne Sud, qui, en plus du primodique de la double, avait quelque chose d'un motel américain, vue sur le parking et rumeur des camions sur l'échangeur de la Neuf incluse. Ils prenaient un véritable plaisir à séjourner dans ces établissements où tout semblait pensé pour satisfaire un goût parfaitement médian. Long bâtiment de quelques étages invisibles dans la zone commerciale, couleur pastel des chambres faites pour déplaire le moins possible, gel douche d'un parfum ni vraiment masculin ni tout à fait féminin, espacement idéal entre les meubles pour humains ni grands ni petits, et non-intensité parfaite du décor, qui ne pourrait choquer absolument aucune sensibilité. Il y avait quelque chose de rassurant à dormir dans un lieu étudié pour coûter le moins cher possible et pour exister à peine, comme s'ils vivaient pendant quelques heures dans un mirage périphérique. Une fois leur clé magnétique remise à l'accueil, ils pouvaient oublier cette nuit comme si elle n'avait pas eu lieu et reprendre leur route clandestine vers de prochains émerveillements. Alors, il y a quelques semaines, suite à une rencontre en librairie, j'ai eu la chance de dormir dans l'hôtel Ibis de Mouans-Sartoux. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et dans cet hôtel Ibis, au petit déjeuner, j'ai découvert cette innovation technologique à la fois fascinante et terrifiante. Et je voulais juste vous la montrer au cas où vous ne saviez pas que ça existe. Je leur fais un deuxième coup pour qu'on réalise bien de quoi il s'agit. Il s'agit bien donc d'un distributeur électrique de Nutella. Donc ça réunit vraiment toutes les choses les plus terribles du monde moderne. L'huile de palme et l'électricité pour des choses tout à fait dérisoires. On peut manger le petit cornet. Par contre, ça, c'est plutôt pas mal du point de vue de l'écologie. On se dit, en voyant ça, évidemment, que notre civilisation... La fin s'accélère, quoi. Cela, à mon avis, nous renvoie précisément à 2 des lois formulées par l'auteur de science-fiction Arthur Clarke, que je vous propose de découvrir. Première loi, la seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà dans l'impossible. Cette machine en rend compte. Et deuxième loi, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Vous avez peut-être vu, je ne sais pas si ça se voit très bien depuis la salle, cette boule de cristal vidéo qui nous accompagne depuis le début du spectacle et qui est pour moi vraiment tout à fait indiscernable de la magie. J'ai mis aussi des vidéos de chiens sur cette boule de cristal, mais je vous les montrerai peut-être une autre fois. Quand je pense à cette question de la technologie et de la magie, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à chaque fois à cet extrait de Rambo 3. J'ai été jusqu'au 3, à partir du 2 c'est mauvais, mais j'ai été jusqu'au 3. Et ça se passe en Afghanistan. Rambo 3, il s'appelle pas Rambo 3, mais Rambo finit comme toujours par dégommer. Alors cette fois-ci plein d'Afghans et plein de Russes. Il y a toujours des Russes dans l'affaire, puisqu'on est dans les années 80, au terme de la guerre froide. Mais on est au début du film, et Rambo fait le point sur ce qu'il a commandé pour partir bientôt à l'attaque des Russes. C'est bien ce que tu as demandé. Oui. J'ai jamais eu de chose pareille. C'est quoi ça? De l'étonnateur. Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Et ça fait quoi? Du bleu. Je vois. La version française, ça ajoute quand même.
Alors à mon avis, Stallone, évidemment, fait référence à cette page de Borges dans Texte retrouvé qui dit ceci: le ciel bleu, c'est le ciel et il est bleu. Voilà, il fait beau dehors et commence maintenant le 8e et dernier chapitre de cette conférence. Comme pas mal de monde, je crois, j'ai en permanence un jukebox dans la tête avec des chansons qui s'entrechoquent avec des poèmes, avec des phrases de moi-même. Donc il y a Frédéric François, Je t'aime à l'italienne, François Villon, Jules, donc on est frères humains qui après nous vivaient, tous les jours c'est samedi soir, c'est un sacré bazar. Et quand j'écris, ce jukebox intérieur joue beaucoup, je crois, parce que toutes ces phrases, tous ces vers qui occupent mon esprit finissent par nourrir plus ou moins ouvertement le texte. Et souvent, vous avez remarqué, pour qu'une chanson s'infiltre dans notre esprit, il faut peu de choses. Il suffit d'un signe, un matin, ou simplement de 2 mots répétés. Voyage, voyage. Et on a une chanson dans la tête jusqu'à la fin de la journée, on est piégé. Parfois aussi, comme on est en voiture, on allume la radio et la playlist de notre vie s'impose à nous cette fois-ci. Voilà, je crois, pourquoi ce livre-là est cerné par des chansons qui apparaissent pour de vrai ou en filigrane. Pendant une longue partie du roman, Orso et Marie roulent donc vers le sud. C'est le coutelas de Raon qui les a entraînés par là. Et donc ils vont là où le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Puis ils finissent par remonter vers le nord et vers la plage de Malobrédune, la mer du Nord en hiver, qui sort ses éléphants gris-verts. On n'y échappe pas. Parfois quand même, Orso et Marie, et nous tous, nous sortons de la voiture et la bande-son s'arrête un moment. Mais de nos jours, vous le savez aussi, il suffit d'entrer dans un supermarché ou dans une station-service pour acheter un sandwich triangle ou un nouveau grille-pain pour que ça recommence. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Merci beaucoup. Quelques merci supplémentaires à toute l'équipe de la Maison de la Poésie, à Olivier Chaudançon, François, Iris à la technique, Guillaume. Merci à Valentin Mussou pour l'extrait de Rambo et la loi de Clark. Et merci à Clémentine, la copilote de ce livre et de la vie. Merci beaucoup.